Ça passe encore, mais faites gaffe parce que ça commence à être un peu juste quand même. Donc l'histoire d'aujourd'hui est centrée sur Rumpelstiltskin. On voit en flashback l'époque où il était encore boiteux, humain avec Mila. Donc c'est après être revenu de la guerre des ogres en Cestropian. Et alors qu'ils se disputent pour une connerie parce que sa femme continue de trouver que c'est un incapable, etc., etc., leur fils Belfire est allé se promener quelque part, il a été mordu par un serpent, une espèce de serpent venimeux spécial qui fait que, eh ben, il est entre la vie et la mort, il va pas tarder à crever si il reçoit pas une certaine potion magique spéciale d'un guérisseur qui était dans le coin. Et le guérisseur est prêt à leur vendre pour 100 pièces d'or. Ils n'ont pas une telle somme, et Mila force un peu Rumpelstiltskin, même beaucoup, à tuer le guérisseur dans son sommeil pour lui piquer la potion afin de sauver leur fils. Parce que pour elle, il n'y a que ça à faire. Et pendant que Rumpelstiltskin hésite et décide d'y aller quand même, c'est là qu'on voit Mila rencontrer la première fois Killian Jones, de façon assez forcée, je trouve. C'est-à-dire, il y a un mec qui arrive de nulle part, qui vient l'importuner, Mila, et puis Killian fait son chevalier servant et il tue coup de foudre apparemment. Il y a une discussion pas très intéressante ou quoi que ce soit. J'y crois moyennement à leur attirance à ce moment-là, mais ouais, ça sent l'écriture un peu forcée à ce niveau-là. Le concept est intéressant parce que ça veut montrer le début de la relation, comment c'est né cette relation-là. Et c'est pas forcément mauvais en soi, c'est juste que je sais pas, ils auraient pu trouver une meilleure façon de mettre ça en scène que un mec qui arrive pour la sauver de nulle part et puis qui lui dit j'ai une vie palpitante et, et je suis jaloux de l'homme qui a fini par être avec vous, qui est arrivé avant moi pour vous avoir. Comme ça, quoi. Ok. Au début, Mila est pas super pris là-dedans, mais elle va être très attirée par l'idée de fréquenter ce type à la fin de l'épisode, parce que voilà ce qui se passe. Rumpelstiltskin, au moment où il arrive dans la tente du guérisseur, essaie de lui piquer sa fiole de guérison, l'antidote, mais voilà, il se réveille, le guérisseur, et alors qu'il essaye de le tuer avec la dague, Rumpelstiltskin, il n'arrive pas à le faire. Pas parce que c'est un lâche, peut-être parce qu'il respecte la vie aussi à ce moment-là, j'en sais rien. Je sais pas, je trouve ça. Il y a cette espèce de façon d'appuyer ça comme si c'était encore un lâche. Je pense que c'est pas que du fait qu'on est un lâche, c'est du fait que tuer une personne, c'est un peu plus que du courage que ça demande. Ça demande d'être prêt à faire quelque chose d'assez, de très répréhensible, et c'est pas vraiment un truc qu'on ferait comme ça. Donc je sais pas trop quoi. À nouveau, cet épisode essaye d'humaniser un peu plus Mila, de faire en sorte qu'on soit un petit peu plus attaché à elle. Et il y a quand même toute cette histoire-là et tout ce qui vient suivre. Parce que voilà, il n'arrive pas à le tuer, le guérisseur. Et le guérisseur se rend compte qu'il est quand même qui est quand même désespéré pour sauver son fils, et pour ça, il lui laisse l'antidote contre autre chose que 100 pièces d'or. Il passe un marché, voilà, un marché magique. Il suffit de donner sa parole, ça marche comme ça, les marchés. Donc, le marché en question, c'est que pour l'antidote, il devra lui promettre son deuxième fils né, son fils second né. Pour ça. Tiens, alors là, Redcon, hein, clairement Redcon, et ils vont jouer beaucoup là-dessus, j'en parlais, mais voilà, alors qu'il dit ça à Mila, elle le prend super mal, pour une raison qui m'échappe énormément. Tu comptais vraiment faire un deuxième fils avec lui? Je veux dire, c'est le deuxième fils né de Rumpelstiltskin qui s'appelle pas ton deuxième fils né. Donc, enfin, ton deuxième enfant né. Pourquoi je dis fils? Excusez-moi, j'ai tendance à masculiniser certaines choses. C'est. Donc, ouais, deuxième enfant né. Donc, t'en as plus rien à foutre de Rumpel, tu l'aimes plus pour. Tu songes réellement à procréer avec lui dans le futur? Vraiment, le fait qu'elle le prenne aussi mal, je trouve ça tellement déplacé. Et puis sincèrement, si tu tenais tant que ça à avoir un autre enfant, pourquoi durant toute la période où t'as quitté Rumpelstiltskin pour Killian, vous avez jamais eu d'enfant? Non mais vraiment jamais eu. Non, non. Ouais, très légèrement con, je trouve, légèrement con. Hein. Donc ouais, c'est très forcé, ça. Et je sais vraiment pas ce qu'ils essayent de faire. Est-ce qu'ils essayent de faire en sorte
qu'on comprenne un petit peu mieux d'où vient le mauvais ressenti de Mila, ou est-ce qu'ils essayent de nous faire avoir des sentiments contradictoires, c'est-à-dire à certains moments penser du bien d'elle, mais à la fin trouver encore que c'est une garce, parce que... je sais pas trop. Mais voilà, quoi, c'est comme ça que se termine le flashback. Mila est contente que Bellfire soit en vie, mais elle est complètement désemparée et part au bar, histoire de commencer à fréquenter Killian Jones. Ouais, c'est à nouveau comme dans les deux précédents flashbacks, et ça apporte quelques petites précisions sur certains trucs qui se sont passés avant. Et en plus de ça, ça apporte un gros retcon que je trouve assez forcé sur pas mal de points, par rapport au fait que Rumpelstiltskin a promis son second enfant-né, un guérisseur. D'ailleurs, oui, je vais pas parler, mais dans le flashback, on voit très rapidement que Rumpelstiltskin, une fois devenu ténébreux, elle s'est dit ouais, j'ai pas envie de lui devoir quelque chose, donc je vais le tuer, comme ça je lui devrai plus rien. Voilà, et ça va lui revenir de la gueule dans cet épisode-là, comme on va le voir, mais ouais, ça amènera pas mal de choses sur lesquelles j'aurai deux, trois petits trucs à redire. Notamment par rapport au fait qu'ils essayent de justifier un petit détail dans la saison 2, dans un flashback de la saison 2, où Rumpelstiltskin avait fait promettre à Cora son premier enfant-né. Voilà, c'est ça. Son deuxième enfant-né, je sais plus. Un ou l'autre. Ouais, techniquement, c'est son deuxième enfant-né, puisqu'il l'a connu après... enfin bon, son prochain enfant-né, quoi. Et donc, en gros, il comptait utiliser ça... Enfin, ce qui est dit, c'est qu'il comptait utiliser ça pour... comme assurance au cas où ça devrait lui revenir à la gueule ou un truc comme ça. C'est pas du tout ce vers quoi le flashback de la saison 2 semblait aller, autour de Cora et de Rumpelstiltskin. Et on sent clairement que c'était pas voulu. C'était pas voulu. Ils essayent vraiment de recoller ça un petit peu à la vite, et c'était... Voilà, je dis pas que ce flashback était mauvais, parce que ça explique deux, trois petits trucs, ça comble deux, trois petites choses pas inintéressantes, mais ouais, le coup du promettre son second enfant-né, c'était... Ouais. C'était pas, j'ai du mal, j'ai un peu de mal avec ça. Voilà, c'était passable, voilà, ce flashback était passable. Enfin bon, dans l'autre présent aux enfers, Rumpelstiltskin fait une petite visite à la boutique de Peter Pan qu'il a laissé tel quel. Je veux dire, c'est pourquoi il est parti, Peter Pan, je sais pas, j'espère que ce sera expliqué, pas juste pour dire, ah tiens, on pouvait pas avoir l'acteur en chair et en os. Donc, il fait un petit sort pour se faire une espèce de boule de cristal qui lui permet de voir la personne qu'il aime, à laquelle il pense. Il voit Blanche-Neige, mais il tremble, il fait tomber la boule par terre. C'est bizarroïde cette scène. Ce sera expliqué à la fin de l'épisode. Et juste après ça, il vient rejoindre tout le monde. L'expédition qui promet de voler au secours de Killian, mais il leur dit attendez, foncez comme ça alors qu'Hadès va vous voir venir, c'est un petit peu con. Laissez-moi faire, je connais un moyen d'entrer subrepticement chez Hadès en utilisant une certaine personne. Alors là, c'est un truc que j'ai pas très bien compris. Parce que bon, la personne en question, c'est Mila. Mila qui est aux enfers, qui travaille en surveillant des enfants. C'est une gardienne d'enfants, et ça me laisse poser la question, ils foutent quoi aux enfers? Qu'est-ce qu'ils ont comme chose inachevée aux enfers à faire? Je sais pas trop, je serais assez curieux de voir ce que c'est. Ce que ces enfants foutent aux enfers, et exactement, je serais très intéressé de savoir ça. Mais donc voilà, il a besoin de Mila, donc pour faire un sort qui fera en sorte qu'il puisse se faufiler aux enfers via la rivière des âmes perdues. Et je comprends pas exactement ce qu'elle fait en fait. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien suivi deux trois répliques à un moment donné, mais c'est une personne au pif, parce que Mila elle n'a rien de particulier en soi. Et donc ouais, une personne au pif des enfers qui doit les accompagner, et grâce à ça il arrive à faire en sorte que ce soit pas détecté. C'est bizarre. C'est assez bizarre la façon dont c'est amené ça. Enfin bon, donc il y a une retrouvaille assez amère entre lui et Mila, et il lui explique la situation. Ils partent sauver son ex-amoureux Killian. Ce qui amène un moment assez drôle lorsque elle et Emma se rencontrent, lorsqu'ils font le point de la situation, et lorsque Mila résume ça en disant attendez Emma, vous êtes sortie avec mon fils et avec mon ex-amant?
Tu vois, des tonnes de choses que tu considères pas, mais quand tu y penses, ah bah ouais, c'est vrai en fait. Elles sont vachement liées ces deux femmes-là quand j'y pense. Ouais, c'est très particulier donc. Mais ouais, c'est un petit peu ça. Et une fois que ce moment gênant est passé, donc ils partent. Ils tombent sur une barque sur le fleuve des âmes perdues. Oui, parce que j'en ai pas parlé très rapidement. À la fin de l'épisode précédent, donc Hadès voulait forcer Killian à graver le nom des personnes qui vont rester à la place des âmes qui sont parties. Parce qu'il a ce pouvoir-là, à nouveau, étant donné de ses pouvoirs, comment il peut s'en servir, Hadès, je suis vraiment impatient qu'il justifie ça un petit peu. Donc, ouais, il refuse de le faire, Killian, et donc, à cause de ça, parce que oui, il va pas plus loin, Hadès. Il essaie pas de lui forcer la main particulièrement, il refuse de le faire, et puis il dit, oh tant pis, on va partir sur autre chose. Bon, hein, il va quand même garder le coup des pierres taillées, hein, ce sera dit à la fin, mais voilà, et il décide donc de l'emmener au centre du fleuve des âmes perdues. C'est pas le Styx, c'est le fleuve des âmes perdues. Et en le faisant petit à petit plonger dans ce fleuve. Et dès lors qu'on plonge dans ce fleuve, ben, notre âme est perdue. Voilà, on devient. C'est pas très bien, très clair. Il me semble qu'on devient cinglé, on n'arrive plus à avoir de conscience ou une connerie comme ça. Ça n'a pas été particulièrement précisé, ça aussi. Il y a pas mal de choses qui manquent de précision, ou alors c'est moi qui n'ai pas fait gaffe. Peut-être que j'étais un peu trop. J'étais un peu endormi quand j'ai suivi l'épisode, j'en sais rien, je n'étais pas particulièrement endormi, mais peut-être que j'ai pas fait gaffe à deux, trois trucs. Donc, ouais. Alors qu'il descend lentement dans ce fleuve des âmes perdues, c'est là que Emma, Rumpelstiltskin et Mila arrivent. Bon, Rumpelstiltskin et Mila décident de garder le bateau, la barque, parce que ça pourrait leur servir de moyen de sortie, de voie de sortie. Et Emma décide de foncer sauver Killian, et elle le fait puisqu'il n'y a personne pour le surveiller et tout. Bizarre. Et pendant qu'elle fait tout ça, il y a Hadès qui apparaît devant Mila et Rumpelstiltskin et qui décide de figer Mila et de faire un marché avec Rumpelstiltskin en lui disant qu'il pourra direct le ramener auprès de sa belle chez lui s'il accepte de détruire le bateau. Et donc après un petit moment de réflexion, Rumpelstiltskin décide d'accepter ça et donc il détruit le bateau et étant donné que Mila est un témoin gênant, il la balance dans le lac et je sais pas, elle est morte. Normalement en vrai c'est pas exactement ce que ça dit, ça tue pas les gens, ça est censé les rendre à nouveau, d'après ce que j'ai compris, c'est censé les rendre dingues, complètement déboussolés, perdus totalement et je sais pas, on considère qu'elle est morte là. C'est un petit peu bizarre, un petit peu bizarroïde. Et donc, ouais, il fait passer ça pour une attaque d'Hadès quand Killian et Emma arrivent. Donc, il est auprès de tout le monde et je n'ai pas raconté la petite aventure annexe à côté de ça par rapport au fait que pour l'instant, Regina ne sait pas très bien manipuler ses pouvoirs dans ce monde-là. Parce que c'est pas très clair, les lois sont différentes qui régissent ça. Étant donné que d'ici la fin de l'épisode, elle apprendra à les réutiliser parce que, je sais pas, instinct, un truc comme ça, elle voit un cheval blessé, elle le guérit, ah c'est bon, maintenant je sais réutiliser mes pouvoirs, c'était... Enfin bon, le petit intrigue autour de Regina, c'est qu'elle se renseigne auprès de Cruella, qui est la nouvelle maire de la ville, le nouveau maire de la ville, donc ça veut donc dire que si elle était au bureau du maire, c'est parce que c'était sa place. Et pourtant, elle a réussi à entrer malgré le sort, donc c'est un sort qu'il a laissé passer. J'imagine que ça doit être ça. Et donc, Cruella, très gentiment, lui donne les renseignements qu'elle veut, c'est-à-dire comment on peut trouver la tombe d'une certaine personne qu'elle recherche, et ce que ça veut dire si une personne est morte et présente aux enfers, ou si une personne est montée au ciel ou si elle est descendue en enfer au singulier, à nouveau. Hein. Mais voilà, donc il y a ces trois cas de figure possibles, et donc soit la pierre tombale est telle qu'elle, et donc ils sont aux enfers au pluriel, soit la pierre tombale est renversée par terre, et donc ils sont au paradis.
de façon très générale, soit la pierre est fissurée, et à ce moment-là, ils sont en enfer, ils sont tombés super bas. Voilà. Et donc la personne qu'elle veut aller voir, Regina, c'est en fait la tombe de Daniel, pour savoir si c'était bien fini pour lui, et c'est bien fini pour lui. Il n'avait pas de choses inaccomplies, pas de regrets, et donc elle est contente de savoir ça, rassurée. Donc c'est plutôt joli, c'était plutôt joli. Et j'imagine que c'est ça aussi qui a aidé le fait qu'elle a récupéré ses pouvoirs à la fin, parce qu'elle était un peu plus rassurée. Mais c'était pas mal de faire de faire le petit lien avec Daniel et de dire que bon, ils vont pas sauver tout le monde, toutes les personnes qui croiseront. D'ailleurs, j'ai bien ça aussi, quoi. Je pensais par rapport à Mila que elle aussi, elle allait atteindre l'ascension et monter au ciel, ou descendre aux enfers. Allez savoir, c'était pas super clair, étant donné que ça n'arrête pas d'alterner entre garces et personnes et femmes qu'on est censé apprécier un petit peu, donc c'était un peu bizarroïde. Mais ouais, donc ouais, il n'y a pas tout le monde à sauver, on va pas tout le temps sauver quelqu'un, sachant que ça sera pris à la fin de l'épisode, ça va amener certaines conséquences, ça. Donc ouais, elle a récupéré ses pouvoirs, et alors que Emma, Killian et Rumpelstiltskin se repointent devant eux, elle s'apprête à faire le coup du cœur scindé en deux pour en permettre qu'ils repartent, seulement voilà. Et ben le cœur de Emma est protégé par une espèce de sort, de magie du coin, parce que les pierres tombales sur lesquelles il voulait que Killian grave des noms, et ben il a décidé de le faire lui-même. Et les noms en question, c'est les noms de Regina, de Blanche-Neige et de Emma. Que des filles. Un gros misogyne, ce gars. Donc ouais, ces trois personnes sont maintenant interdits de quitter l'enfer. Parce que magie d'Hadès, tout ça. Allô, Bizarroïd, j'espère très sincèrement qu'ils vont donner quelques explications à ça, et c'est pas juste ta gueule, c'est magique, c'est comme ça que ça fonctionne en fer. Parce que à ce moment-là, ce serait un petit peu dommageable, un petit peu dommageable. Mais c'est pas tout à fait terminé. Alors que tout le monde est dans cette situation d'impasse, Rumpelstiltskin revient auprès d'Hadès, qui ne leur renvoie pas tout de suite. Euh, Chez lui, dans le monde normal, selon leur accord, parce que il lui rappelle quelque chose. Tu te souviens que tu as fait un pacte avec quelqu'un, et ben même quand il est mort, cette personne, le pacte marche toujours, le marché que vous avez fait passe toujours, et le type en question, il m'a refilé son contrat, donc maintenant c'est à moi que tu dois ton second enfant né, et ton second enfant né, et ben il existe maintenant, depuis quelque temps, puisque on apprend que Belle est enceinte. Et c'est pour ça que Rumpelstiltskin tremblait en voyant Belle dans la bouse, parce qu'il avait compris que la vision qu'il avait vue, c'est pas Belle, mais c'est son enfant. Et donc, suite à ça, Hadès le tient par les couilles un petit peu en lui disant que si tu ne m'aides pas, eh ben, je réclamerai mon dû. Sachant que, oui, il finira quand même par réclamer son dû, et si tu peux pas défaire ce contrat, Hadès, Rumpelstiltskin, donc tu pourras pas y couper, logiquement. Sauf si tu peux annuler ce contrat en le remplaçant par un autre, mais voilà le topo. Si tu peux remplacer ce contrat, annuler ce contrat et le remplacer par un autre, pourquoi t'as pas essayé de faire ça avec le guérisseur au départ? Non, sincèrement, tu t'es juste dit tiens je vais le tuer, puis merde, puis tu savais pas avec la magie des ténébreux, tout ça, que tuer un type, ça annulait pas le contrat? C'est le petit truc, quoi. Je veux dire, Rumpelstiltskin, même si peut-être qu'il débutait en tant que ténébreux, c'est peut-être ça, j'en sais rien. Mais je comprends pas comment il a pu être aussi négligent à ce niveau-là. Comment il a pu ne pas envisager la possibilité que le contrat marcherait toujours, même si le type est mort. Je, je trouve ça dingue, je trouve ça vraiment dingue qu'il n'y ait pas pensé et tout et tout. Et c'est le gros problème, parce que voilà, le concept de faire en sorte qu'il soit obligé d'être l'homme à tout faire d'Hadès parce qu'il le tient par quelque chose qu'il aime, ça aurait pu être autre chose que son second enfant, ça aurait pu être Belle tout court, pour une raison X, je veux dire, c'était pas mal le concept qu'il soit contrôlé par Hadès. Mais amené de façon très forcée. Très forcée. Et c'est très dommage parce que
N'empêche que j'apprécie un peu cet épisode quand même. C'était pas mauvais. J'ai des sentiments très mitigés par rapport à Mila, mais il y a quand même quelques moments que j'ai bien appréciés autour d'elle, notamment le petit passage que j'ai beaucoup aimé quand Emma raconte à Mila où est son fils maintenant, son fils Bellfire, en lui disant qu'il n'a aucun regret et qu'il est heureux là où il est, et où Rumpelstiltskin est derrière, et où il est quand même lui aussi un petit peu ému, même s'il essaye de le cacher beaucoup. C'était un très joli moment entre ces trois-là, j'ai bien aimé ça. La petite sous-intrigue avec Daniel était plutôt touchante. Il y a quelques petits moments que j'ai bien appréciés. Adèle, c'est toujours aussi fun. Sincèrement, j'aime bien cette interprétation, je le trouve très fun. Mais voilà, c'est très forcé. Le coup du second enfant né est très forcé. Et si j'apprécie le fait que Rumpelstiltskin soit obligé de suivre un petit peu les ordres d'Hadès parce qu'il le tient par les couilles un petit peu, c'est très forcé, c'est mal amené, c'est très dommage. Donc ouais, c'est un épisode plutôt correct, pas sensationnel non plus, et ouais, je déplore un peu le fait que la qualité baisse d'épisode en épisode. Hein. J'espère que vous descendrez pas plus bas, malgré le fait que vous soyez aux enfers, parce que ça risque de me déplaire. Et ouais, je commence à avoir à nouveau cette grosse appréhension que j'avais en me disant que ouais, si ça se trouve, ça va être aussi mauvais que certaines personnes l'ont dit. J'ai encore l'espoir que non, mais j'ai quand même l'appréhension que oui. Enfin, on verra ça pour la suite. À bientôt pour l'épisode 15. Ciao!